Aujourd'hui, on va s'attaquer au cas ADC, ou l'attaque des clones, le troisième album solo de Freeze Corleone qui fait suite à Projet Bluebeam et la menace fantôme. Je les avais aussi analysés, t'as juste à cliquer en haut à droite dans le petit i ou dans la barre d'infos. Salut à toi l'ami, bienvenue sur Cozy Space. Premièrement, on va revenir sur la date de sortie et la symbolique. Ensuite, je vais plonger dans la conception du projet, nom de l'album, producteur, tracklist. Je vais analyser la cover, je vais disséquer 3 axes majeurs du projet. Enfin, je conclurai sur ce que ADC révèle de notre société. L'attaque des clones sort le 11 septembre 2023, dans un climat où l'attente des auditeurs est à son apogée après le succès de LMF et le débat médiatique, voire carrément juridique qu'il a suscité. Son nom ne vous dit peut-être rien, Freeze Corleone, c'est un rappeur qui est visé par une enquête. Dans ses chansons, il fait l'apologie du nazisme, la LICRA a donné l'alerte. À cette période, on le connaît pour sortir à chaque fois ses projets à des dates cruciales sur le plan géopolitique, comme précédemment pour FDT, THC ou encore LMF. La date fait référence aux événements du 11 septembre 2001. Les images les plus connues sont celles des 2 avions qui ont percuté les tours jumelles du World Trade Center à New York, ce qui avait provoqué l'effondrement des tours et causé des milliers de morts. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Oh my God, there it goes! Un autre avion s'est également écrasé sur le Pentagone, qui est le siège du ministère de la Défense près de Washington, et le 4e, qui était apparemment destiné au Capitole ou à la Maison Blanche, s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie après que les passagers aient tenté de reprendre le contrôle de l'appareil. Suite à cet événement, les États-Unis ont lancé une série d'actions, dont le lancement officiel de la guerre contre le terrorisme, avec l'invasion de l'Afghanistan pour déloger Al-Qaïda et les talibans. De justifier l'invasion de l'Irak en 2003, parce que l'Irak était accusé de posséder des armes de destruction massive, donc biologiques, chimiques, voire nucléaires. We will defend our freedom. We will bring freedom to others. And we will prevail. Le temps a montré que ces affirmations, elles reposaient sur des faux renseignements. C'est pourquoi toutes ces répercussions sur le plan géopolitique, elles ont poussé une partie de la population à remettre en question la version officielle. En fait, ce qui est suggéré, c'est que des factions au sein du gouvernement américain auraient permis ou orchestré les attentats pour justifier des interventions militaires et aussi des restrictions de liberté civile. Alors il y a de nombreux points qui font débat, mais je vais juste en mentionner 3, dont l'effondrement du bâtiment 7. L'information officielle, elle déclare que en fait le bâtiment il s'est effondré suite à un incendie qui avait été déclenché par l'explosion des tours jumelles. Sauf que le jour de l'événement, il y a eu une diffusion live sur la BBC où le bâtiment 7 est encore visible pendant 20 minutes avant sa réelle implosion, alors qu'il est, selon les journalistes, déjà effondré. You might have heard a few moments ago I was talking about the Salomon Brothers building collapse. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. Il y a également eu l'affaire Dancing Israelis, où en gros, t'as 5 Israéliens qui ont été arrêtés dans un van, après avoir été signalés par une dame qui les voyait depuis son appartement en train de photographier et célébrer alors que les tours, elles étaient en train de brûler. Ils ont été amenés au FBI, et des sources ont confirmé à ABC News que plusieurs d'entre eux avaient des connexions avec le Mossad, qui est le service de renseignement israélien. Ils disaient travailler pour la compagnie Urban Moving. D'ailleurs, le voisinage, il a déclaré que 2 de leurs SUV étaient remplis de boîtes et d'ordinateurs. Du coup, le FBI a obtenu un mandat de perquisition pour les bureaux de l'entreprise, sauf qu'au moment de la visite, les bureaux avaient été désertés. D'ailleurs, plusieurs enquêteurs pensent que Urban était une couverture, parce que quand ils ont voulu réinterroger le patron en 2014, rebelote, il s'était enfui en Israël. Et le pire, c'est que 3 de ces Israéliens ont fait une intervention télévisée dans laquelle ils avouent que l'objectif pour lequel ils avaient été envoyés, c'était de documenter l'événement. We are coming from a country that experiences terror daily. Our purpose was to document the event. Our purpose was to document the event. Parce que le Mossad, il est impliqué dans une guerre d'image contre l'islam pour la dresser comme une religion de barbares. Effectivement, ça permet d'alimenter le discours néocolonial d'Israël au Moyen-Orient pour se placer comme une démocratie.
entouré de pays rétrogrades. Rien qu'en 2008, Netanyahou avait déclaré « Nous bénéficions d'une chose et ce sont les attaques des tours jumelles et du Pentagone et du combat américain en Irak. » Et ça ressort dans le rapport de police où un des Israéliens, qui s'appelle Sivan Kurzberg, dit « Nous sommes Israéliens, nous ne sommes pas votre problème, vos problèmes sont nos problèmes, les Palestiniens sont le problème. » ADC est publié sous le label MMS Corp de Freeze et distribué en partie par le label indépendant Je n'ai jamais et Pshent, ce qui lui a permis, je pense, de garder un contrôle créatif total sur le projet. J'ai mes royalties, mes droits d'auteur. Si on s'arrête maintenant sur le nom de l'album, il fait référence au 2e épisode de la saga Star Wars. On a tous capté que la science-fiction a marqué son enfance, mais moi j'y vois un autre message. L'attaque des clones comme une allusion à la propagation de ces idées. Je vois des mini-mois comme dans Austin Power. Qui se multiplient et infiltrent la société. L'attaque des clones, je vois plein de moi version AliExpress. Je parlais déjà à l'époque des enfants qu'il a fait dans le rap, entre autres avec toute l'imagerie autour de la ligne, mais d'autres aspects plus prolifiques comme la sensibilisation à certaines problématiques sociétales. Si je pense au réseau pédocriminel, à l'époque ça passait pas sur Netflix, hein. Je me rappelle quand j'en parlais même à des proches et tout, ça paraissait vraiment lunaire et presque fantasmagorique. Tandis que aujourd'hui, on a toutes les affaires Epstein et Didi qui ressortent, mais il a aussi popularisé tout ce qui touche aux références historiques, je trouve, et ça a violemment impacté les références et le style d'écriture de beaucoup de rappeurs aujourd'hui, je trouve. D'ailleurs, c'est là où je pense que Freeze, il divise fondamentalement les gens. Soit tu le reçois comme un gars qui encourage au complotisme sans fondement, en gros du scepticisme excessif qui ne s'appuie sur rien et limite qui s'ancre dans de la paranoïa, soit tu le reçois comme un gars éduqué au complotisme, certes, mais qui met en évidence d'autres réalités historiques et politique que celle diffusée en masse. Le complot fait partie intégrante de l'histoire, donc traiter quelqu'un de complotiste, d'une certaine façon, c'est dire qu'elle fait preuve de bon sens. En tout cas, c'est mon avis. Dans ce cas, tu retires un autre message de la posture de Freeze, être en quête constante de connaissances, et surtout de nuances. Je bombarde dans le mauvais sens, je programme l'obsolescence, gratos, je me suis explosé pour la cause, je suis parti en reconnaissance. C'est un projet de 47 minutes composé de 13 tracks initialement, avec 2 bonus, sur lequel on retrouve des producteurs comme Ryan Beats, Chapo, Thérapie 2093, SHK, Narcos, Skena, Keneriou, Guap, Outstar, Nasir, Elias, Cash Money AP, Ocho, qui avaient produit des albums Chopped and Screwed et Lofi très apaisants que j'ai grave saigné par le passé. Et bien évidemment son acolyte de longue date, Flemme, qui s'est fait connaître en particulier pour ses prod drill et son inventivité. Quand j'ai lu la tracklist, il y avait un fil conducteur évident. Les hommes puissants. Des titres très masculins et liés à l'opulence, que des figures qui ont généré beaucoup d'argent et qui sont des tueurs métaphoriquement ou à proprement parler. C'est une tracklist très capitaliste finalement, mais aussi liée à la discipline paradoxalement. Un Method Man, il a une rigueur dans son phrasé, idem pour un Shafkat dans ses entraînements, ou pour Ishinashina dans sa maîtrise de l'épée. La cover, elle a été réalisée par un des photographes et graphistes les plus connus du milieu rap, Fifou. On reste dans la même veine que la pochette précédente, où les mêmes tons grisâtres prédominent, et plus tu te rapproches de l'image, plus des détails se révèlent à toi, comme les peintures de Jérôme Bosch. Ici, le cœur de cette fresque, c'est le logo triangulaire enflammé de la Ligue des Ombres. Alors je me lance dans mon délire, hein. Vu que le 666, il est associé au nombre du diable, le 667, qui se situe un cran au-dessus, il est souvent perçu comme une symbolique divine. L'addition de ces chiffres est aussi égale au 19, et c'est encore une fois un nombre très présent dans la symbolique de Dieu. Je lis ça comme si le spirituel était replacé au cœur d'une société apocalyptique en destruction massive, avec une bombe en haut à gauche qui rappelle Little Boy, la première bombe atomique de l'histoire par les Américains sur Hiroshima au Japon. Je pense aussi à la Tsar Bomba, l'arme nucléaire la plus puissante de l'histoire, donc 3000 fois plus puissante que la Little Boy, hein, qui a été testée par l'Union soviétique en 1961 durant la guerre froide. On voit également une troupe d'hommes casqués, sûrement les soldats clones dans Star Wars, avec le drapeau du Sénégal en haut à droite. Les bordures sont ornées de plusieurs gratte-ciel qui font peut-être allusion aux tours jumelles. Je vois comme une explosion sur la droite. Je vois aussi des inondations ou des incendies. Ça me fait penser à de nombreux textes eschatologiques sur la fin des temps, qui évoquent des cités qui ont été et seront entièrement détruites après avoir trop transgressé. Il y a aussi comme des serpents qui surplombent la masse et des têtes de corbeaux sur l'extrémité droite du triangle. En tout cas, dans l'Europe chrétienne, c'est un oiseau qui a une réputation de mauvais augure et de mort. Ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt. Après, dans la Bible, il y a des représentations positives, où par exemple, il est envoyé par Dieu pour nourrir le prophète Élie. Concernant le Coran, il y a un passage où il y a un oiseau qui est envoyé à Cain,
qui vient d'assassiner son frère Abel pour lui montrer comment l'enterrer, avant qu'il prenne conscience de son erreur et qu'il se repente. Donc on peut peut-être comprendre, d'un point de vue islamique, une symbolique de repentance liée au corbeau. Sinon, toute la cover est noyée dans une nébuleuse avec une planète qui fait penser à Mustafar ou Anakin sombre dans le côté obscur de la Force. Ce que cette pochette elle évoque dans mon monde, c'est le combat spirituel entre le bien et le mal au cœur duquel on est immergé aujourd'hui plus que jamais. Avec ce fameux logo qui domine parmi le chaos, comme pour signifier que Dieu, même lorsqu'on cherche à l'anéantir, il est omniprésent. Et c'est quelque chose qu'on ressent énormément aujourd'hui, si je prends le cas de la pastèque magique. À bon entendeur. Malgré la tendance à vouloir dépeindre cette affaire comme un clash entre les principes démocratiques et la religion, les répercussions sociales ou sociétales, elles ont été très divergentes. Rien qu'à mon échelle, j'ai constaté beaucoup de reconversions et un énorme retour au spirituel. L'intro MW2 renvoie au jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, Call of Duty Modern Warfare 2. Ishinashina, c'est une référence au guerrier japonais du jeu vidéo Sekiro, Shadows Die Twice, qui est reconnu pour sa maîtrise de l'épée. La fin du sang, quant à elle, c'est un extrait d'une interview du roi Enoch dans laquelle il explique son intention derrière l'utilisation de références controversées. Moi, ce que j'aime, c'est l'intelligence dans les mouvements. Lorsque tu étudies les livres comme la Gestapo, tu vois ce que je veux dire? Il y a un génie dans les façons de faire la guerre et de bouger lorsque t'es à la guerre. Et le rap, c'est de la guerre. Shafkat fait allusion aux combattants kazakhstanais de MMA. D'ailleurs, c'est un des textes où on retrouve le plus de clash. Le morceau Ancelotti dédicace l'entraîneur du Real Madrid et démarre avec la déclaration de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, suite à la demande du député franco-israélien Meir Habib. על הדמוקרטיה הצרפתית ועל הערכים הצרפתיים ועל הערכים המשותפים שלנו בשביל ישראל. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs, les mêmes valeurs, les mêmes valeurs. Ils ont tremblé jusqu'au Parlement, ils veulent me faire j'augmente le budget armement. C'est Shelob, c'est un Canadien né en Chine qui est devenu un des barons de la drogue les plus influents d'Asie, notamment pour la transition du business d'héroïne pour des drogues synthétiques à la place. Dans K-pop, j'entends la gimmick des Totally Spies au début. Ou t'as encore l'homme méthode en ref à Method Man du Wu-Tang, sur lequel on retrouve une prod boom bap qui fait penser à Mobb Deep ou Griselda dans le côté bresson new-yorkais, clairement une de mes préfs. Je découpe c'est comme des tocs, je ramène la douleur comme l'homme méthode. Sur l'esclavage, il dit on les fouette comme des négriers. 2018 en Libye, Sabibi, des nègres à 150K. J'arrive allumé comme 4 lampes. Faut brûler tous les pédophiles comme Jack Long. On Doe Street, this white shit that I pitch. 2 in the morning on the corner, night shift with my blick. Donc en termes d'écriture, on a affaire à un artiste très peu introspectif, je dirais. Au contraire, on a quelqu'un de très factuel, avec un côté presque enfantin dans ses descriptions, pour qui la culture, en revanche, représente bien 90% de son identité. Ma théorie, c'est que ce côté enfantin, presque naïf de décrire le monde, de faire des parallèles parfois malaisants qui sortent de la bien-pensance, c'est ce qui a pu lui causer des discordes, un peu comme cet enfant qui filtre pas ses pensées ou qui pose toujours la question à pas poser, même si venant de Freeze, c'est contrôlé. Et c'est aussi de la traduction littérale de l'anglais au français qui accentue cet effet, comme chez le roi Enoch. En fait, ça se voit dans son écriture qu'il écoute grave des ricains. Car si squelette, je vois le mécanisme omique ultra violent comme Orange Mécanique. J'ai été matrixé par Matrix, Audi A7 avec les phares Matrix. Je suis comme Soro, il me faut tous les anneaux. Roule des cigares comme à la Havane. Je suis comme Heisenberg dans la caravane. Et j'arrive plus blindé que le titan cuirassé. Sur les prods négro, je suis Mayweather, t'es McGregor. Comme Zizou quand j'exécute le contrôle. Argent noir, partie 3, j'approche de la version du parrain partie 3. Et toute cette imagerie qui construit grâce à ses refs, tu la retrouves jusque dans ses prods. L'intro, elle démarre sur une instru trop mystique, presque vaporeuse. T'entends comme des chants fantomesques qui t'immergent immédiatement dans l'album. On a un piano sanguinaire sur Ishinashina avec une boom bap bien old school. Sur K-pop, c'est comme si on se prenait un shoot d'adrénaline avec son flow ultra dynamique. 667 et qui est le Wagner Group, fuck Universal, Sony et le Warner Group. Tandis que sur Jour de Plus, on laisse place à un fond de nostalgie sur sonorité asiatique. M6M, 7M, 8M. J'encaisse du week-end au week-end, la seule chose qui m'importe
ce qu'il y a dans mes poches. On est là uniquement pour les sous, donc négro faut plus de fonds que la banque centrale. J'aime bien quand mon argent double, je me méfie des espions et des agents doubles. Il faut des camions de cash. Objectif principal, prendre des talcs. J'aime bien la courbe tant qu'elle est croissante. Argent dans ma tête, je pense qu'à faire des chiffres. Et sur le flemme à quoi dans les avions de terre. Vision à long terme, j'ai fumé des camions de terre. Xanax comme la tête de Stewie. Linge bois d'élite, toi amateur, moi élite. Fume comme nous, tu visites les urgences. J'allume des calis extrêmes. Je sais que la famille les stresse. Sous l'un trait, penché comme si j'écrivais en italique. Je suis fonce, j'ai fumé 4 royales sous potion violette comme dans Clash Royale. L'apologie du gain et des addictions, c'est un thème omniprésent et il met en lumière la culture profondément capitaliste et américaine dans laquelle on a grandi en Europe. Surtout notre génération qui avons été éduqués par la télé. Yeah, what's up? There's Weezy Wee. Ça te va bien la cigarette, ça fait vachement Killed people. Et on est témoin que dans le rap, il y a tout un imaginaire qui a été construit autour de la consommation de drogue. J'avais sorti une enquête sur le sujet avec Tataki par le passé, je te la mets dans le petit i en description. Elle est régulièrement employée comme calmant ou excitant pour altérer l'activité mentale, stimuler la créativité, compenser le stress d'une tournée, ou juste d'un point de vue sociologique pour se démarquer en société. Effectivement, on l'a longtemps associée à la street crédibilité ou à la nonchalance. Yeah, because I feel like that's the number one thing everybody like to talk about. It's the number one seller. C'est juste que le type de consommation, il varie selon l'époque et la classe sociale. La poudre blanche ou le crack par exemple, dans les années 80-90, elle était associée à la classe supérieure et elle était connotée très négativement dans le milieu parce qu'elle avait ravagé les communautés afro-américaines. Donc personne se vantait d'en consommer, mais juste d'en vendre. Et vers les années 2010, son accessibilité a complètement changé. Je veux dire, en France, on est passé d'approximativement 1000 francs le gramme, donc 150 € dans les années 80, à 60 € aujourd'hui. Ça m'a pris du fer, il a pris 20 piges. Idem pour l'héroïne, hein. Avant les années 70, elle était réservée comme analgésique médical pour les soldats de guerre mondiale. Et dans les années 70, c'est devenu la star du rock et du punk. Donc on voit comment la variable générationnelle et sociale influence la consommation. Les années 80-90, les rappeurs américains disaient « faut pas prendre de drogue ». Quand on est rentré vraiment fin des années 90, début des années 2000, je vends de la drogue. Quand on est bien rentré dans les années 2000-2010, je prends de la drogue. Et carrément là, le truc qui me dépasse, je mets de la drogue dans le verre des meufs. C'est hardcore. C'est un truc de ouf. C'est totalement fou ça. Et j'ai entendu ça dans le rap français, poto. Et évidemment, quand je mentionne le capital, je parle pas de l'élévation sociale qui est tout à fait louable, mais vraiment de cette bascule dans la quête effrénée d'argent. Ça montre à quel point on est lobotomisé par des schémas de réussite illusoires, surtout quand tu comprends que la vraie richesse, c'est celle qui se joue sur le plan spirituel. And did you believe in God? Oh yes. Do you now believe in God? Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. Je crois qu'en Dieu, je fais confiance à ma logique. Dieu avec moi, jamais je marchelle comme si je jouais à Liverpool. Pas trop en Dieu pour douter. Pardonnez-moi pour mes péchés. Inch'Allah, à ma mort, je vais là-haut. Je prie Dieu pour qu'il écarte les traites. Plus de fois que si j'avais été élevé par des prêtres. Et je sais que Dieu surveille mes arrières. Et je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. On en arrive au cœur névralgique de l'attaque des clones. Par souci de temps, je me suis limité à 3 dossiers très particuliers qu'on va survoler ensemble. Si ça chauffe trop, je me coffre au bled, comme les nazis en Amérique du Sud. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont voulu fuir et redémarrer leur vie de manière totalement anonyme. Pour ça, ils ont été aidés par plusieurs acteurs du Vatican, dont l'évêque Alois Sudal, qui gère un réseau d'exfiltration de criminels nazis en créant une route secrète souterraine qui mène des montagnes du Tyrol jusqu'à Rome, où il va cacher et réinsérer plusieurs nazis pour les envoyer en Amérique du Sud, dont l'Argentine, la Bolivie ou encore le Brésil, en profitant de la désorganisation de la Croix-Rouge, qui était alors à cette période débordée avec la paperasse administrative, car elle devait fournir des nouveaux titres de voyage à plein de nouveaux réfugiés d'après-guerre, et c'est là où le Vatican a trouvé une faille et l'a exploité. En fait, son statut lui a permis d'exiger des documents de la Croix-Rouge sans avoir besoin de prouver l'identité de ses demandeurs. Et c'est comme ça qu'ils ont créé près de 10 000 faux statuts. C'est dingue cette histoire.
Et les Américains ont également bénéficié de ces filières en engageant des savants et des scientifiques pour bénéficier de leur savoir durant la guerre froide, pour empêcher l'Union soviétique de profiter des technologies nazies dans la course à l'armement et à l'espace. C'était l'opération Paperclip. C'est pourquoi on en retrouve beaucoup à la NASA, comme Wernher von Braun, qui est l'ingénieur de la fusée, et à l'époque carrément le directeur du centre de vol spatial. Avant la fin de cette décade, nous enverrons des hommes sur la Lune et les ramènerons, mais nous le ferons qu'après avoir rigoureusement testé les fusées. Ou encore Alexander Lippisch, le savant de l'aérodynamique. All the time. That means if you have a wing point. Il y a aussi le cas de Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon. Klaus Barbie était une bête sauvage, vous savez, on ne peut pas appeler ça un homme. C'est un homme qu'on ne peut pas l'oublier, à ses yeux, à son regard. Qui avait échappé à la justice pendant 40 ans en Bolivie avant d'être condamné. Et lui, il avait été exfiltré comme agent de renseignement pour informer les services américains sur les réseaux communistes. Comme qui on arrive dans les poches. Il suffit de te plonger un instant dans l'histoire des marques les plus intégrées et valorisées dans notre quotidien pour te rendre compte de l'absurdité de notre société. Ferdinand Porsche, par exemple, dont on connaît tous le succès automobile aujourd'hui, c'était un homme endetté avant la Deuxième Guerre et son engagement dans le parti nazi, ça le poussera à être élu coordinateur de l'effort de guerre industriel. En gros, il s'est retrouvé en charge de produire tout ce qui touche des chars, aux munitions, aux véhicules blindés, jusqu'aux moteurs d'avion. Alors, c'était commun à cette époque que les industriels allemands collaborent avec le régime nazi, mais son implication en particulier, elle n'était pas glorieuse. On l'a accusé d'exploiter plusieurs prisonniers de camp et d'avoir causé la déportation de plusieurs travailleurs Peugeot, dont le directeur de l'usine de Sochaux, Auguste Bonal, pour manque d'investissement, mais c'est surtout parce que c'était un membre du réseau de résistance française et qu'il ralentissait volontairement la production. Faut se dire que c'était carrément le conseiller du Führer pour les affaires d'armement, et que son plus gros contrat, c'est l'élaboration de la voiture du peuple, la fameuse Volkswagen qui deviendra dans l'après-guerre la coccinelle. Il finira par être arrêté pour crime de guerre sur le territoire français, mais libéré pour faute de preuves. En fait, il est considéré comme un Mitläufer, un suiveur, mais pas un acteur majeur. Donc même s'il y aura toujours d'une part le génie civil de l'homme et de l'autre sa morale, c'est toujours trop frappant, je trouve, de voir que c'est toujours les œuvres des plus vendues et collabos de l'histoire qui dominent l'économie. Le diable s'habille en Prada, Hitler met du Hermès. La phase sur Hermès, c'est sûrement une référence à une série d'EP, Hitler Wears Hermès, de West Side Gun, mais aussi une allusion au film Le diable s'habille en Prada, qui serait la définition métaphorique de Hitler, le diable, s'habille en Hermès Prada. J'arrive raciste comme Adidas. On connaissait déjà l'histoire d'Hugo Boss qui avait designé les uniformes des nazis. Sur Hermès, j'ai rien trouvé. Je pense que c'était juste le parallèle avec une marque de luxe. Par contre, concernant Adidas, à l'époque, ils produisent des chaussures et ils sont, comme beaucoup d'industriels, encore une fois rentrés dans le parti nazi. Et dans les années 30, ils sont en charge d'équiper l'intégralité de l'armée du Troisième Reich et du développement d'armes. Par la suite, les deux frères, ils vont se séparer parce qu'il y en a un, Adolf, qui accuse son frère Rudolf d'être rentré dans les SS. Du coup, Adolf va fournir des informations aux Américains pour le contrer, et c'est Rudolf, d'ailleurs, qui va créer la marque Puma. Après, au-delà de la Seconde Guerre mondiale, c'est une marque qui a connu beaucoup de controverses sur la question raciale. En 2012, par exemple, Adidas dévoile un modèle de basket avec des chaînes aux chevilles et se fait attaquer pour son design qui rappelle les chaînes des esclaves. Chacun se fera son avis. D'ailleurs, dis-moi si ça te choque en commentaire. En tout cas, le créateur, il avait déclaré que il avait puisé son inspiration dans un dessin animé des années 80 et que ça a été mal interprété par le public. En 2019 maintenant, Adidas lance des baskets entièrement blanches pour commémorer le mois de l'histoire des Noirs. J'espère qu'elle va très vite retirer du commerce pour des raisons dont on se doute tous. Là, je t'avoue que pour le coup, je comprends moins le move. Et tu retrouves des accusations à l'appel, qu'elles soient contre les employés pour discrimination ou sur le manque de représentation dans des campagnes. Après, je me dis, vu l'ampleur de la marque, c'est impossible de pas faire débat à un moment donné ou à un autre. Freeze Corleone, animal à sang-froid. Faut des Lamborghini bénis comme le pape François. Grazie tante, pregate per me.
En 2017, le pape François a béni un modèle unique d'une Lamborghini Huracan et signé le capot avant de la mettre aux enchères pour financer des projets caritatifs. Alors c'est assez courant de retrouver ce genre de procédure sous forme d'offrande au Vatican. En fait, il y a un magasin dans l'ancienne gare du Vatican qui revend les cadeaux qu'il a reçus et on appelle ça l'aumône apostolique. Après, ce que je questionne sincèrement, et je souhaiterais vraiment avoir ton analyse sur ça, c'est cette pratique, cette démarche de bénir un bien matériel et de faire augmenter sa valeur avec une signature. C'est une démarche de starification qui est complètement paradoxale avec le principe même de monothéisme. Au contraire, on est dans un schéma d'idolâtrie particulier, surtout que les accusations de blanchiment d'argent de la Banque du Vatican sont une grande problématique. Purchase your tracks today. Des cartes drogue, faut le CA de BlackRock, surveille le ciel pour chaque drop. Ici, Freeze, il parle du chiffre d'affaires de BlackRock, qui est le gestionnaire d'actifs le plus important au monde. C'est une entreprise multinationale américaine qui s'occupe de la gestion de fonds et d'investissements de clients influents, comme des banques centrales ou encore des gouvernements. Elle a connu un énorme succès grâce à son intelligence artificielle Aladdin, qui est une plateforme qui prédit les risques d'investissement. Donc elle influence les marchés financiers, et d'un point de vue plus global, le monde, vu que c'est l'économie. Elle a les actionnaires de presque toutes les entreprises, comme Apple, Google, Amazon, Facebook, Nestlé ou encore McDonald's, mais aussi les Big Pharma et les médias mainstream américains. C'est inévitable de la retrouver impliquée dans de nombreuses théories du complot. On va revenir sur 3 d'entre elles qui, avec un peu d'intégrité intellectuelle, soulèvent de vraies questions. BlackRock est accusé d'œuvrer pour instaurer un nouvel ordre mondial, une domination mondiale par des élites économiques. Ce qui alimente ce discours, c'est les relations que le PDG Larry Fink entretient avec les gouvernements et son accès privilégié aux décideurs publics, surtout après son entrée dans le Forum économique mondial, qui est connu pour influencer la gestion des nations à travers ses investissements. People have to have a belief that in investing money today, you only do that if you believe tomorrow is a better place to be. Par exemple, Larry Fink a été reçu par Macron pour discuter de la réforme des retraites. Il a été accusé par des élus et des syndicats de faire la promotion à son avantage d'une retraite par capitalisation et non plus par répartition. Il s'est aussi accordé avec Zelensky de financer la reconstruction de l'Ukraine. Et ça soulève un autre point, les intérêts de BlackRock et les investissements qu'il défend impliquent souvent de faire du profit sur des conflits. Chaque transaction, même si elle prend la forme d'aide, elle implique forcément un deal tacite. L'Ukraine, par exemple, elle possède parmi les terres agricoles les plus riches d'Europe. On peut s'imaginer que les clients de BlackRock qui sont prêts à investir pourraient donc se voir obtenir une part ou alors devenir propriétaire, tu vois. Mais l'entreprise est aussi accusée de participer à l'inflation du marché immobilier en rachetant des propriétés, ou encore du secteur de l'eau en introduisant notamment des contrats à terme sur l'eau. C'est des instruments financiers qui permettent d'acheter ou de vendre de l'eau à un prix fixé à une date future. En gros, c'est de la spéculation qui, à terme, rendra l'accès à cette ressource beaucoup plus compliqué pour les populations vulnérables. Dernièrement, il y a eu l'affaire Thomas Matthew Crooks, qui fait suite à la tentative d'assassinat de Donald Trump qui est survenue le 14 juillet 2024 durant les élections présidentielles. Take a look what happened. It looks like they are attempting to move him out, that he may have been injured. Plusieurs personnes ont relevé que l'auteur des coups de feu était déjà apparu à la télévision américaine en 2022 dans un spot publicitaire où il jouait un élève pour un produit d'épargne retraite financé par BlackRock qui visait les professeurs. Donc elles ont lié ces deux occurrences et émis l'hypothèse qu'il aurait potentiellement été mandaté par l'État profond, qu'on appelle le Deep State, pour empêcher Trump de candidater pour un nouveau mandat. Peut-être par souci d'intérêt, vu qu'il considère notamment que les fonds destinés à soutenir l'Ukraine ne devraient pas être accordés sans contrepartie. Il prône un recentrage des priorités américaines sur des investissements nationaux plutôt que des conflits étrangers. Mais BlackRock dicte aussi la culture. En 2018, Larry Fink y contacte tous ses clients en les avertissant que pour continuer de profiter de ses services, ils doivent participer au développement de la société en suivant un but social. BlackRock exerce désormais une influence sur l'économie, non plus à travers des gouvernements, mais à travers des entreprises, grâce
au score ESG, qui évalue les entreprises selon des critères de durabilité, de représentation, de quotas, etc. Et plus le score est bon, plus t'as accès à certains investissements. C'est pour ça qu'on voit Disney ou Netflix de plus en plus inclusifs, quitte à tomber dans de la caricature, mais ça ils s'en foutent, parce que ça plaît aux investisseurs, mais ça amène forcément des problématiques de greenwashing ou d'hypocrisie. Yeah, but the game ain't gotta be played like that, yo. La question de la pédophilie et du viol a toujours été une préoccupation centrale dans les œuvres de Freeze. J'ai même envie de dire que c'est l'artiste qui a le plus démocratisé le sujet. PDM pour Thierry Ardisson, négro, PDM pour PPDA. PDM pour Pierre Palman, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne. Ou chez Mohamed Ben Salman. Faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang. Fuck Skyrock, fuck Laurent Bounot, fuck Pierre Bélanger. Vlad pédo dans l'industrie comme dans l'église catholique. Fuck la France et qui est pédolente. Demande-toi pourquoi en France on protège les violeurs et les pédophiles. De l'animateur et producteur télé Thierry Ardisson, à l'humoriste Pierre Palmade, au réalisateur Polanski, à l'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation Jack Lang, au directeur de la radio Skyrock Laurent Bounot, jusqu'à son fondateur Pierre Bélanger, ce qui est d'ailleurs assez ironique quand tu dis que c'est le PDG de l'une des plus grandes chaînes de radio rap, qui est censée quand même prôner un certain code de l'honneur. Ils ont tous soit été accusés de pédocriminalité, soit de corruption de mineurs, soit d'avoir apporté leur soit d'avoir apporté leur soutien à l'un d'entre eux. Pendant que le diable embrouille encore une âme, la mort arrive, muette comme une tombe. En revanche, Jack Lang a toujours reçu aucune condamnation ou procès à ce jour. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Mais moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Non, Jack, restez. Si vous partez, on va croire que c'est parce qu'elle parre de vous dans son livre. Et je pense Quel livre? Le livre de Sophie Poignard. C'est vous qui avez écrit ce livre que j'ai fait condamner. Relaxé en première instance, car le tribunal considérait que je parlais de choses qui étaient légitimement des sujets de questionnement. Entre nous, ces exemples, ils soulèvent un gros problème de justice en France sur les peines liées à la pédocriminalité. Parce qu'une société qui priorise pas la protection de ses enfants, c'est une société fracturée qui soigne pas son avenir, même en termes de coûts médicaux ou de criminalité, si on pense à la quantité de problèmes de santé mentale que ça va engendrer. Paye les frais de ma dévotion, du mal à dire je t'aime, du mal à exprimer mes émotions. Pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. Si tu veux un dossier accablant qui prouve que l'État est amené à protéger des personnalités, il suffit d'ouvrir l'affaire Hunter Biden. En 2019, l'ordinateur du fils de Joe Biden, Hunter, il est déposé chez un réparateur parce qu'il avait renversé du liquide dessus. Le réparateur, il comprend que des documents comme par exemple des photos avec des mineurs enfreignent la loi, donc il va le déposer au département de protection des mineurs du FBI qui va faire traîner l'affaire. À savoir que toutes les pièces, qu'il s'agisse des emails, des documents bancaires officiels, ou même des données synchronisées avec son portable ont bien été authentifiées, il n'y a pas de débat. Il a commis des crimes de corruption et de trafic d'influence, des crimes sexuels avec de nombreuses images à l'appui, dont des membres de sa famille impliquant sa nièce. Il y a également plusieurs photos de son tatouage dans le dos qui ressemble hyper fortement à Finger Lakes, une zone qui est extrêmement connue pour le trafic d'enfants. Mais il a aussi commis des crimes de stupéfiants, et là t'as toutes les photos que tu veux avec des méthamphétamines, du crack. D'ailleurs, à force d'en consommer, il a plus de dents. Ce qui a permis de diffuser cette affaire, c'est le rapport Marco Polo qui fait plus de 630 pages, qui a d'ailleurs été envoyé à tous les membres de l'État américain, sauf qu'il a été censuré par le FBI. Zuckerberg a aussi avoué après coup chez Joe Rogan avoir censuré sous la pression du gouvernement toutes les infos qui relayaient cette affaire sur Facebook. The FBI, I think, basically came to us. If something is reported to us as potentially misinformation, you could still share it, you could still consume it. Basically, the ranking in newsfeed was a little bit less. Fewer people saw it than would have otherwise. Idem pour Twitter et les médias qui ont tous proclamé à l'époque que c'était de la désinformation russe. It is so obviously a Russian operation. So obviously disinformation. So obviously a Russian plot. Tell me why it's so obviously a Russian plot. Right, exactly. And this is classic, very classic Russian disinformation tactic. Your classic disinformation campaign. Concernant Joe Biden, pas la peine de développer sur son cas, quand on a déjà accès à toutes ces apparitions scandaleuses en présence d'enfants, et quand on voit que son propre fils a enregistré son nom dans ses contacts sur son téléphone sous le nom de Pédo Peter. Ça me fume. Pédo Peter. That's the great thing. Thank you, baby.
Sans rap jeu, j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Grosse référence ici à l'affaire Pizzagate. C'est des allégations qui sont apparues en 2016, un mois avant les élections présidentielles, comme l'affaire de l'ordinateur Biden, qu'on a présenté, je précise, à l'époque comme une désinformation russe, avant de confirmer quelques années plus tard son authenticité, qui dénonce possiblement un réseau de pédophilie comprenant des salles de mise à mort, des tunnels souterrains, des rituels satanistes, et même du cannibalisme, tout ça autour de l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, dans la cave de la pizzeria Comet Ping Pong de Washington, qui est un lieu régulièrement côtoyé par les élites démocrates. Le dossier, il s'appuie en partie sur les fréquentations de Bill Clinton, dont sa proximité avec Jeffrey Epstein, avant que l'affaire Epstein soit révélée, mais principalement sur un échange de mails de Podesta qui ont été diffusés par Wikileaks. J'ai un doc très dur à trouver parce qu'il a souvent été supprimé, qui retracerait factuellement toutes les coïncidences qui, mises bout à bout, sont objectivement extrêmement perturbantes, que je vous mets en description. Par contre, il est en anglais et je sais pas combien de temps le lien il sera valide. En gros, de nombreux mails parlent de nourriture, de fromage, de pizza, de hot dog, etc. Et effectivement, quand on prend connaissance, c'est des échanges très particuliers pour des mails professionnels, surtout que plusieurs d'entre eux, même beaucoup d'entre eux, sont insensés. Comme quand Podesta, pour mentionner un exemple, mais le dossier il mérite un réel décryptage, il propose à un couple d'amis de leur apprendre à jouer au domino, suite à quoi il y aura une série de mails, et son mari va lui demander s'il devrait jouer au domino sur du fromage, ou en mangeant du fromage, ou sur des pâtes. Il y a aussi un échange où Tony Podesta, il demande à son frère John s'il veut prendre une pizza, jusqu'ici rien de spécial, mais il ajoute pendant 1 heure. Donc on retrouve toujours ce sujet et des formulations un peu absurdes. C'est pourquoi beaucoup dénoncent l'utilisation d'un langage codé, beaucoup utilisé sur des forums entre pédophiles pour parler d'enfants, en associant l'expression cheese pizza, pizza au fromage, pour parler de pornographie infantile, tu vois. Parce que cheese pizza, CP, child pornography. Les allégations, elles s'appuient également sur un document officiel du FBI qui répertorie les symboles utilisés par les pédophiles pour identifier leurs préférences et on les retrouve étrangement dans les logos. Et il y a des parallèles qui sont faits avec les infrastructures qui entourent la pizzeria. Il y avait notamment, maintenant elle a fermé parce que j'ai cherché sur la map, Beyond Borders, une fondation pour Haïti qui s'avère être financée par la fondation Clinton. Il y a aussi Besta Pizza qui est détenue par le même proprio que Comet. La librairie Politics and Prose qui est en partie détenue par l'ancienne rédactrice de discours d'Hillary Clinton. Pas mal d'infrastructures gérées par des personnes faisant partie d'un même réseau, ce qui alimente beaucoup les soupçons de trafic souterrain. J'ai voulu, tu vois, un petit peu plus me renseigner sur les autres restos ou cafés qui entouraient cette pizzeria, et il y a un café en particulier qui s'appelle Rosemary's Café, qui m'a fait directement penser à un film de Polanski qui est extrêmement connu, qui s'appelle Rosemary's Baby, un thriller, un espèce de film d'horreur avec une femme qui est enceinte. Donc je trouvais extrêmement perturbant parce que on va voir par la suite que le proprio de Comet, il fait beaucoup de rapports, enfin il aime beaucoup la langue française. Le réalisateur Polanski, c'est un réal qui est francophone, qui a aussi un penchant pour la pédophilie, pour la pédocriminalité, qui a été poursuivi en justice pour ça. Et je trouve que les occurrences sont super bizarres parce que c'est pas uniquement le nom du café qui fait référence à ça, c'est quand j'ai été sur leur site internet, tu vas me dire Rosemary, c'est romarin, donc forcément que la thématique, elle va être verte. Mais tout le site internet est vert, avec une police blanche qui ressemble à l'affiche du film de Polanski. Et quand j'ai regardé un petit peu les photos de l'intérieur du café, on retrouve à nouveau des œuvres d'art qui sont extrêmement diaboliques, satanistes, en impliquant des bébés, avec des mises en scène qui sont très tendancieuses, très bizarres. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas une information que j'ai vu tourner, c'est juste je me suis renseignée sur les restos qu'il y avait autour. Je n'établis aucune vérité, je sais qu'on ne sait pas tout. Peut-être que c'est des occurrences. C'est comme si, parce que tu vois, le satanisme, ça fait partie de leur religion de montrer le mal à la population afin de les désensibiliser et que ce soit de plus en plus intégré et normalisé. Ça fait partie en fait de leur rituel. Et c'est comme s'il y avait plein de petits signes qui étaient parsemés, tu vois, dans cette espèce de quartier. Mais en tout cas, il y a énormément de liens hasardeux qui sont faits avec des associés de Bill et Hillary Clinton condamnés pour trafic d'enfants. Comme Laura Silsby, après sa tentative d'enlèvement de 33 enfants haïtiens après le tremblement de terre de 2010. En tant que fondatrice de l'association religieuse Refuge, elle a prétendu vouloir venir en aide aux orphelins, alors que la plupart ne l'étaient pas.
We're going to continue to provide support, as we do in every instance like this, to American citizens who have been charged. Pas étonnant, j'ai envie de te dire, sachant que la fondation Clinton, elle était liée. Et on ne peut pas parler de ce dossier sans mentionner un élément central, James Alefantis. C'est le proprio du Comet qui reçoit régulièrement des personnalités démocrates, dont les Podesta, et il est très connu pour exhiber des œuvres malaisantes impliquant des enfants. Par exemple, il avait posté une photo sur Insta du copropriétaire d'un bar qui s'appelait l'Enfant Café Bar. Quand bien même l'enfant, c'est le nom d'un gars, toute personne lucide peut ressentir que l'association est malsaine et très connotée, sans compter que sur son feed Insta, il affichait pour la blague des enfants menottés avec des prix de vente. Même si le gars il joue sur le ton de l'humour, il reste très problématique. S'ajoute à ça l'ancienne photo de profil Insta de James qui représentait Antinous, l'amant de l'empereur romain Adrien, qui lui était connu pour son attirance envers les jeunes garçons. Il y a aussi des questions sur son pseudo James Alefantis, qui soit dit en passant n'est pas du tout son vrai nom, qui serait possiblement un anagramme. En gros, ça veut dire qu'en redisposant les lettres, tu pourrais lire « J'aime les enfants ». Mon intention, c'est uniquement de décrire quelques éléments du dossier de manière très factuelle, en accordant toujours le bénéfice du doute, et de laisser votre analyse se charger du reste. On peut tout à fait reconnaître l'étrangeté de ces connexions, encore plus après l'affaire Epstein et P. Diddy. Je fais pas de rage ni de Jersey, je suis dans le complot comme sur l'île de Jersey. On la connaît également sous le nom d'affaire Aude-la-Garenne. En gros, c'était un ancien foyer pour enfants qui a ouvert en 1867 et qui accueillait des enfants orphelins, abandonnés ou en difficulté. En 2006, plusieurs anciens résidents ont commencé à témoigner de sévices qu'ils auraient subis dans le foyer étant enfants, ce qui a conduit en 2007 à une enquête. Donc des fouilles ont été menées 1 an plus tard dans les locaux, après des témoignages qui indiquaient que des enfants auraient pu y avoir été tués, et la police a découvert des fragments d'ossements humains et des dents de lait, mais qui ont été contestés par des experts qui disaient que c'était de provenance animale ou que ça datait de plusieurs siècles, mais aussi plusieurs objets hyper troublants comme des baignoires en béton ou des chaînes. On parle quand même de dizaines de résidents qui ont témoigné d'abus, de violences physiques et émotionnelles, ou encore d'avoir été enfermés dans des sous-sols ou maltraités dans des pièces cachées du bâtiment. Plusieurs employés du foyer ont été condamnés, mais il y a des anciens résidents qui disent que plusieurs coupables parmi les élites locales n'ont jamais été traduits en justice. Si tu veux aller plus loin, le journaliste Carl Zero a fait un documentaire sur le sujet que je te mets en description. En tout cas, et je m'arrêterai là, ça soulève le manque de supervision de ces infrastructures et le manque de protection des orphelinats, des foyers d'accueil ou encore des camps de vacances, comme dans le cas de MK Ultra ou du réseau Zandvoort, qui relève que ces endroits sont un marché très prisé pour la traite d'enfants. Il y a quelques semaines, j'ai mené un sondage sur Instagram et j'ai demandé aux auditeurs de Freeze qu'est-ce qui motivait leur écoute avec du recul. Et les réponses que j'ai reçues, elles révèlent 2 tendances de notre époque. Premièrement, la société est profondément polarisée, même au sein de collectivités communes comme les auditeurs rap. D'un côté, de nombreuses réponses saluent le franc-parler de Freeze et sa défiance de la censure. C'est un artiste qui affirme toujours le même engagement et la même prise de position malgré le succès. Finalement, il reprend les vrais codes du rap à l'ancienne, dire ce qu'on n'a pas le droit de dire avec un certain esprit de synthèse. Ce qui anime donc cruellement les foules, c'est sa liberté dans l'évocation de sujets interdits sans retenue. De l'autre, quelques réponses soulignent sa technique et sa musicalité, mais un certain détachement avec le message qu'ils considèrent de plus en plus redondant. En fait, ils ont de plus en plus de mal avec le propos. Ces 2 facettes, elles révèlent d'un côté un attrait pour la résistance face à une société qui est perçue comme trop aseptisée par la bien-pensance. Il y a une revendication du droit à la provocation pour stimuler la réflexion, dénoncer l'hypocrisie sociale. Par exemple, il y en a qui ont trouvé intéressant sa manière de se faire entendre en utilisant les médias de manière détournée. En fait, cette radicalité, elle est appréciée parce qu'on est dans une époque en demande. Plus tu contiens une parole, plus tu crées un besoin. Il y a un fort sentiment d'identification. De l'autre côté, t'en as qui appuient la responsabilité de l'artiste, qui en présentant ou en diffusant son message sous cette forme, prend le risque d'être compris de la mauvaise manière. En tout cas, ces messages mettent en lumière que la sensibilité collective, elle diffère grandement selon ta socialisation et aussi qu'elle évolue énormément à travers le temps. Deuxième tendance, il y a une grande demande de fond malgré la culture du vide. Beaucoup de personnes qui ont mentionné sa transmission. Son enchaînement de références ont donné envie à beaucoup de personnes de faire des recherches sur le sujet. Et ça, je l'ai aussi constaté, c'est la transmission de savoir ou de ressources qui ont toujours généré le plus d'interactions dans mon expérience YouTube. Donc il y a un réel besoin de discussion et d'apprentissage dans notre génération, peut-être même plus que dans les anciennes. Je te laisse me donner ton avis en commentaire. C'est tout pour moi, on a abordé énormément de sujets. Abonne-toi à la chaîne, surtout en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification, parce que de nombreux abonnés reçoivent pas mes vidéos dans leur flux d'abonnement. Prends soin de toi, de ton entourage.